Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Steve Martin. Je suis responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ, qui est la deuxième partie de notre événement consacré aux problèmes d'audition et plus spécifiquement aux acouphènes. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national de Vincent Vente aujourd'hui, qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. C'est notre dernier rendez-vous 2024, mais ne vous inquiétez pas, puisque nous nous retrouvons dès le 16 janvier avec, comme d'habitude, différentes thématiques, animées toujours par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez donc pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement, vous le savez maintenant, sur notre site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique, avec des quiz notamment, et par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps, toujours en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Également, si vous avez des questions, pareil, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous y répondrons. Ce soir, nous accueillons notre intervenant qui est Frédéric Rouen, qui est audioprothésiste et partenaire d'Harmonie Mutuelle. Frédéric, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Eh bien, merci beaucoup Steve et bienvenue à tous. Merci à Harmonie et à vous tous de m'accueillir ce soir pour qu'on échange un petit peu sur ce problème que sont les acouphènes. Donc, je vais essayer de partager avec vous, c'est plus de 20 ans maintenant passés aux côtés de mes patients et pour beaucoup, pour des problèmes d'acouphènes. Puisque je sais que ça peut paraître effectivement tout à fait étrange qu'un audioprothésiste vienne s'intéresser à des gens qui entendent finalement trop de choses. On imagine souvent que notre discipline se limite finalement à l'appareillage des personnes qui ont une déficience auditive, donc ce qui est quand même largement vrai. Mais il faut savoir que, par exemple, chez les patients que je prends en charge, 40% présentent, en plus de leur déficience auditive, un ou des acouphènes, puisqu'en fait, il faut en parler au pluriel, c'est-à-dire, en fait, une sensation auditive sans source sonore externe. Puisque si on devait définir de manière technique un acouphène, c'est ça. C'est un son qui existe, encore une fois, et ça j'insisterai beaucoup ce soir sur cette notion que l'acouphène, c'est pas une invention, c'est pas un rêve, c'est pas une lubie de la personne qui le subit. Un acouphène, c'est bien une sensation sonore. Lorsque on a fait des expériences de physiologie chez des patients acouphéniques qu'on a mis en fait dans des IRM et on a ainsi observé le fonctionnement de leur cerveau, eh bien on s'est aperçu que les zones corticales, donc les zones du cerveau qui codent pour les sons, étaient actives. C'est-à-dire que quand la personne nous dit j'entends un son, il y a vraiment un son dans son cerveau. Et donc, encore une fois, un acouphène n'est absolument pas une invention ou une lubie du patient. Donc, toutefois, cet acouphène, malheureusement, ne correspond pas à un vrai son, à une onde sonore présente dans le milieu. Et d'ailleurs, c'est souvent une source de souffrance pour les patients acouphéniques parce que finalement, ils ont du mal à expliquer à leur entourage ou aux professionnels de santé qui les prennent en charge ce qui leur arrive. Parce que finalement, forcément, si vous vivez aux côtés ou si vous-même êtes acouphénique, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de dire à quelqu'un « tu entends ce que j'entends ?» forcément, puisque ça ne correspond pas, encore une fois, à un phénomène physique dans le milieu qui vous entoure. Donc cette sensation auditive, pour autant, elle peut être permanente. C'est le cas évidemment le plus gênant, donc des personnes qui sont un peu persécutées par cet acouphène. Elle peut être intermittente. J'ai des patients qui me disent j'ai plutôt des acouphènes, par exemple le soir lorsque je vais me coucher, puisque forcément il n'y a plus dans ce cas-là de bruit ambiant qui viennent masquer en fait ce bruit interne qu'est l'acouphène. Et dans tous les cas, effectivement, cette sensation va être perçue, on va le voir très souvent, comme quelque chose de négatif, quelque chose de gênant. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais 40% de mes patients qui présentaient des acouphènes. Pour certains,
fort heureusement, il s'agit d'un symptôme tout à fait secondaire auquel il n'attache pas une grande importance. Pour d'autres patients, et c'est relativement nouveau, hein, ça ne fait qu'une quinzaine d'années maintenant que c'est comme ça, c'est la raison qui les conduit à me consulter. C'est-à-dire que j'ai des patients aujourd'hui qui viennent me voir principalement, essentiellement, pour que je les aide, si possible, à mieux vivre, et on va expliquer ce que ça veut dire, mieux vivre avec leurs acouphènes. Donc, de manière clinique, hein, pour en terminer sur les définitions, on parle en termes d'acouphènes de ce qu'on appelle des acouphènes dits objectifs ou subjectifs. Alors là aussi, le terme subjectif ne doit pas nous induire en erreur. Hein. Un acouphène subjectif, ce n'est pas un acouphène faux. C'est simplement un acouphène dont on ne peut pas déterminer de manière précise la cause qui le génère. À l'inverse d'un acouphène objectif, où dans certains cas, on va être capable d'enregistrer à l'intérieur du corps ce qui déclenche l'apparition de cette sensation. Le cas le plus compréhensible d'acouphène objectif, ce sont les acouphènes d'origine vasculaire. Vous avez certains patients qui vont percevoir, au travers de leur vaisseau sanguin, un souffle, par exemple un souffle cardiaque, qui va se propager dans les vaisseaux sanguins, un petit peu comme quand on s'amuse, quand on est petit, à parler dans un tube. Eh bien, ce son, qui est dans ce cas-là tout à fait réel, va se propager jusqu'à l'oreille interne et être perçu par le patient. Donc, dans ce cas-là, on parle vraiment d'acouphène objectif, puisque on a le moyen de caractériser, d'enregistrer même le signal sonore. À l'inverse, les acouphènes subjectifs ont en général plutôt une origine centrale, une origine corticale. Donc ça correspond en fait à une sensation sonore qui est générée directement par le cerveau. Et on va voir dans quelles conditions et pour quelles raisons surtout le cerveau, les aires auditives se mettent à fabriquer des sons d'une certaine manière qui ne correspondent pas à des sons extérieurs. Pour terminer sur, encore une fois, ce contexte, ne pas oublier que pour ceux d'entre vous, et je crois que vous allez avoir un petit questionnaire, un petit sondage là-dessus, qui seraient concernés par ces problèmes, vous n'êtes malheureusement pas seul, puisque ça correspond à peu près à un adulte sur 10, avec quand même, bien sûr, une fréquence qui augmente avec l'âge, on va le voir, puisque les acouphènes sont quand même très souvent liés à la perte d'audition. On a un pic d'apparition des acouphènes aux alentours de 65 ans, mais ça peut quand même également toucher des personnes très jeunes, soit parce qu'elles ont eu des traumatismes sonores, soit parce qu'elles ont été malheureusement sujettes à certaines pathologies, soit, ça existe aussi, des personnes qui, suite à un choc, y compris psychologique, ont vu apparaître des acouphènes. Je me rappelle malheureusement d'une patiente qui était venue me voir en me disant vous savez, les origines de mes acouphènes, je les connais, c'est le décès de mon enfant. Et elle a eu l'apparition d'un acouphène, encore une fois, suite à ce choc psychologique. Donc, encore une fois, on le voit, une apparition qui peut être plurielle. Donc, c'est pour ça que, véritablement, il faut parler des acouphènes avec un S. Quelles en sont les causes ? Puisque, comme on le disait, ce n'est pas parce que c'est un son qui ne correspond pas à un signal physique que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça existe, et ça peut être lié, dans 80% des cas, donc ce n'est pas négligeable, à l'existence d'une perte d'audition. Alors, le mécanisme qui lie la perte d'audition, c'est-à-dire le fait d'entendre moins, en particulier certaines fréquences, à l'apparition de l'acouphène, on commence, et il faut être honnête, on commence à le comprendre un petit peu. On pense en réalité qu'il s'agit d'une forme d'adaptation du cerveau au fait d'être privé de certains sons. On observe en particulier chez certains de nos patients le fait que la fréquence de leur acouphène, c'est-à-dire le son qu'ils ressentent, correspond, comme par hasard, aux fréquences qu'ils entendent le moins bien. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, c'est souvent le cas chez les personnes de plus de 60 ans, qui va avoir une baisse d'audition dans les fréquences aiguës, va avoir tendance à avoir un acouphène aigu. On pourrait dire d'une certaine manière que son cerveau bouche en quelque sorte le trou qui est généré par la perte d'audition. Et c'est ce mécanisme, encore une fois qu'on ne comprend encore qu'imparfaitement, qui explique pourquoi, lorsqu'on corrige la perte d'audition de ces patients, eh bien très souvent,
l'acouphène diminue, voire, c'est même arrivé à plusieurs de mes patients, disparaît. Parce que d'une certaine manière, on a corrigé la cause qui générait dans le cerveau la fabrication de ce son fantôme. Donc ça, effectivement, la perte d'audition, hein, c'est clairement le facteur le plus important. Hein, ça n'est pas le seul. L'exposition au bruit, alors l'exposition au bruit génère en général une perte d'audition, et c'est cette perte d'audition qui peut ensuite entraîner l'apparition de l'acouphène, mais les pertes d'audition liées à l'exposition à des bruits forts sont très souvent accompagnées d'acouphènes. Hein. Donc là, également, mettre en garde, bien évidemment, les plus jeunes de nos concitoyens qui ont parfois tendance, de manière un peu kamikaze, à s'exposer à des sons très forts. Hein. Pareil, je me rappelle malheureusement d'un jeune d'une vingtaine d'années que j'avais reçu il y a déjà pas mal d'années et qui n'avait rien trouvé de mieux que de se mettre la tête dans les baffles lors d'un concert pour ressentir, me disait-il, les vibrations. Il a tellement ressenti les vibrations qu'il en est sorti du concert avec une perte définitive très importante dans les fréquences aiguës et un acouphène pour couronner le tout. Donc les pertes traumatiques liées à l'exposition au bruit fort, que ce soit loisir ou travail ou également, ne pas oublier le tir, doivent conduire les personnes concernées à se protéger. Encore une fois, si vous êtes concerné, c'est un peu génétique, hein, par une fragilité ou une susceptibilité particulière au son fort, une fois peut suffire. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'amuser à regarder le soleil avec des jumelles. Ben, c'est exactement la même chose pour vos oreilles. Protégez vos oreilles, hein, et évitez de les soumettre à des sons agressifs. C'est la meilleure prévention pour éviter en particulier d'avoir des acouphènes. En dehors de ça, bon, on peut évidemment retrouver, vous apercevez le petit escargot, hein, sur le petit diagramme que vous avez sur la diapo, qui est donc la cochlée, l'organe qui permet en fait à notre cerveau de recevoir les informations sonores, hein, donc c'est l'oreille interne. Eh bien, des troubles au niveau de l'oreille interne, hein, donc on va en particulier retrouver malheureusement certaines tumeurs, hein, ou certaines lésions qui peuvent être également liées à la prise de médicaments. Un médicament très courant que nous prenons tous, qui peut à haute dose donner des acouphènes, eh bien c'est l'aspirine. Si vous prenez des doses, il faut en prendre quand même beaucoup, hein, mais importantes, trop importantes d'aspirine, ou si vous prenez des traitements chroniques qui, cette saison, contiennent de l'aspirine, eh bien vous pouvez avoir des acouphènes, alors, qui ont plutôt dans ce cas-là un aspect de bourdonnement. Fort heureusement, à l'arrêt du traitement, ces acouphènes disparaissent. Donc l'autotoxicité, hein, c'est-à-dire la toxicité qui touche l'oreille interne, peut également, évidemment, être à l'origine de l'apparition de ces problèmes. Des pathologies, bon, plus spécifiques, on pense en particulier à la maladie de Ménière, qui touche en général davantage les femmes que les hommes, hein, dont très clairement, on ne connaît pas aujourd'hui les mécanismes précis de génération. Donc la maladie de Ménière, ça correspond en fait à une pression très 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 importante du liquide qui est contenu dans l'oreille interne. Cette maladie va déclencher des crises qui sont très pénibles pour les patientes qui en sont, ou patients d'ailleurs, qui en sont atteints, qui vont donner des vertiges, qui vont donner des acouphènes et qui vont également donner une perte d'audition. Fort heureusement, lorsque les crises s'espacent, en général, les patients récupèrent tout ou partie de leur audition, mais ça peut, dans certains cas, ne pas être une rémission complète. Donc ça également à prendre en compte, hein, tout ça pour dire qu'un acouphène d'apparition brutale doit être absolument, on en parlera après, examiné. On ne doit pas considérer qu'un acouphène, par définition, c'est quelque chose de bénin. Ça peut être bénin, c'est très souvent, encore une fois, le signe d'une perte d'audition, mais ça peut aussi malheureusement être lié à une pathologie type Ménière, à une tumeur, donc effectivement quelque chose qui doit être examiné et validé par un médecin spécialiste ORL. Je disais effectivement qu'en dehors des pathologies, le stress, l'inquiétude, des chocs psychologiques, hein, peuvent être totalement liés. Hein. Je n'ai pas également parlé dans les pathologies des expositions à certains virus, hein,
des virus aussi banals que le virus du rhume, s'il a la mauvaise idée de s'infiltrer dans votre oreille interne, peut effectivement l'endommager et également déclencher l'apparition d'acouphènes. On a eu aussi, suite à la pandémie, des descriptions de perte d'audition et donc aussi d'acouphènes liées à l'infection Covid. C'est encore une fois extrêmement probable quand on connaît le tropisme du Covid pour la sphère ORL. L'élément le plus embêtant, je dirais, et le plus dramatique dans la vie d'un acouphénique, en dehors du symptôme lui-même, c'est ce que je viens de vous afficher maintenant, c'est ce cycle que va entraîner l'acouphène. L'acouphène, par lui-même, n'est pas forcément un son qui est perçu comme très fort par le patient. Mais c'est un son qui s'impose à vous. C'est un son que vous n'avez pas choisi. C'est un son qui n'existe pas, qui ne correspond pas à un phénomène que vous pouvez identifier. Et exactement comme ça nous est tous arrivé quand vous êtes couché chez vous, et puis d'un coup vous entendez un robinet qui coule quelque part ou qui goutte, en général, ça va vous énerver au point que vous allez vous lever jusqu'à ce que vous ayez trouvé où est la goutte. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans le cerveau de l'acouphénique. La goutte, c'est l'acouphène. Cette goutte va provoquer l'apparition d'un stress, c'est-à-dire que pour la personne qui en est atteinte, c'est quelque chose d'intrusif, c'est quelque chose qui la perturbe, c'est quelque chose qui la gêne. Et pour le coup, eh bien, ce stress va déclencher une appréciation de l'acouphène qui va être perçue comme quelque chose de négatif. La personne va dire je suis persécuté, ce son, je ne sais pas d'où il vient, il est là, il s'impose à moi, je ne peux pas lui échapper. Donc, c'est quelque chose qui va être connoté de manière, je dirais, psychologique comme quelque chose de très négatif, de très intrusif. Ce stress, cette angoisse que déclenche l'acouphène chez certaines personnes va entraîner ensuite ce qu'on appelle des effets extra-auditifs, représentés par ce petit icône du cœur, puisqu'on va avoir par exemple une augmentation du rythme cardiaque, on va avoir effectivement un stress de l'organisme permanent, et tous ces phénomènes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement renforcer l'acouphène. Et donc on a effectivement ce cercle vicieux qu'on va chercher lorsqu'on va faire une prise en charge d'un acouphénique à casser, où finalement, plus l'acouphène est présent, plus il m'embête, plus je me concentre dessus, plus je me concentre dessus, plus je l'entends, et plus je l'entends, plus il m'embête encore plus. Donc en fin de compte, pour certains patients, l'acouphène devient entre guillemets, une obsession, mais pas dans le sens où il l'inventerait le moins du monde, mais véritablement quelque chose qui va devenir extrêmement stressant dans leur vie et va prendre une importance dans leur existence qui devient totalement démesurée. Donc l'objectif des thérapies ou des solutions qu'on va pouvoir proposer aux acouphéniques, c'est en partie d'essayer de faire régresser ce cycle négatif et de les aider finalement soit à mieux vivre, à mieux tolérer leur acouphène, soit, dans certains cas, à pouvoir éventuellement essayer de le masquer ou de le gommer un petit peu. Le diagnostic, puisque comme je le disais, c'est un symptôme, et c'est un symptôme médical qui doit être pris en compte de manière complète et de manière sérieuse. Donc le diagnostic est posé par un médecin spécialiste ORL, en règle générale. Donc vous avez des ORL, d'ailleurs, qui, ces dernières années, se spécialisent un petit peu dans ce domaine. Alors, je dirais que les acouphènes, pendant longtemps, c'était un peu l'épouvantail. Je ne vous cache pas que certains collègues et correspondants ORL n'aimaient pas trop, alors, non pas dire qu'ils n'aimaient pas les acouphéniques, mais ils n'aimaient pas trop qu'on leur parle d'acouphènes parce que finalement, c'était un problème sur lequel on n'avait pas beaucoup de prise. Et il faut comprendre que pour un praticien, c'est également stressant quelque part d'avoir affaire à quelqu'un qui a un symptôme et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quoi faire. Et quand on se sent désarmé, parfois, on ne réagit pas de la bonne façon. Fort heureusement, tout ça est un peu derrière nous. Les jeunes générations d'ORL comprennent maintenant mieux qu'il faut aider les acouphéniques, qu'il faut leur apporter des solutions ou en tout cas un accompagnement. Et donc ça commence par un examen physique, tout simplement pour déjà éliminer des causes organiques. Si vous avez par exemple une hypertension qui n'est pas stabilisée, vous risquez d'avoir des acouphènes tout simplement parce que la pression sanguine excessive au niveau de votre oreille interne va stresser en quelque sorte votre oreille interne et vous donner des acouphènes. Dans ce cas-là, nul besoin d'aller voir un audioprothésiste. L'idée, ça va être tout simplement de réguler votre tension pour améliorer votre symptôme.
Vous pouvez également avoir des acouphènes consécutifs à l'existence d'un diabète, par exemple. Donc, encore une fois, avant de se concentrer sur l'oreille, qui n'est souvent pas la coupable, on va chercher à comprendre s'il n'y a pas des problèmes physiologiques qui n'auraient pas été peut-être convenablement pris en charge pour aider le patient. Deuxième étape, tout à fait logique, on l'a dit tout à l'heure, 80% des acouphènes sont liés à l'existence d'une perte d'audition. Ça peut étonner quand on est acouphénique. Je vais consulter mon ORL parce que j'entends un bruit, et la première chose qu'il fait, c'est d'aller m'en faire écouter d'autres pour voir si éventuellement je n'aurais pas une surdité. Certains patients sont un peu désarçonnés par ça, mais j'espère en tout cas qu'avec ce court échange, vous comprendrez que c'est tout à fait logique. On va d'abord regarder si vous n'avez pas effectivement une petite perte, même de niveau léger, moyen, qui pourrait éventuellement expliquer en partie l'apparition du symptôme. Donc si c'est le cas, en règle générale, l'ORL vous adressera ensuite à un audioprothésiste, encore une fois, pour qu'on voit si l'adaptation d'une solution auditive pourrait éventuellement vous aider. Et on va voir que ça pourrait vous aider à plusieurs niveaux. D'une part, en améliorant votre audition, bien sûr, mais aussi en utilisant ce qu'on appelle des masqueurs d'acouphènes, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui permettent également de soulager, en tout cas de vous redonner surtout un contrôle sur ce que vous percevez. Au-delà, on peut éventuellement bien sûr envisager des examens un petit peu plus approfondis, type IRM ou scanner. Bon, là, c'est très clairement quand on a des soupçons éventuellement de l'existence d'une masse tumorale. Alors, ça ne peut, dans certains cas, et très souvent, ne pas être des tumeurs malignes. Vous avez par exemple des tumeurs sur la gaine du nerf auditif qu'on appelle des neurinomes, qui sont des tumeurs bénignes, mais qui peuvent déclencher des acouphènes et qu'on va ensuite pouvoir supprimer à l'aide d'une intervention, à l'aide d'un faisceau de particules pour pouvoir les supprimer. Donc encore une fois, là aussi, le fait que vous alliez voir un ORL et qu'il vous préconise un examen IRM, n'imaginez pas le pire, c'est simplement une précaution pour vérifier que vous n'ayez pas éventuellement un neurinome. Les solutions. Donc pendant longtemps, malheureusement, on a un peu laissé les acouphéniques livrés à eux-mêmes en leur disant, grosso modo, il faut vivre avec. Alors, bon, la belle affaire. Mais aujourd'hui, effectivement, on a quand même un panel de solutions et souvent, il faut en croiser plusieurs. Je sais que, je crois, la semaine dernière, une collègue sophrologue intervenait ici même et effectivement, je pense que c'est très clairement les thérapies cognitivo-comportementales une excellente prise en charge et une excellente solution qui peut tout à fait compléter d'autres solutions. C'est-à-dire que souvent, à un acouphénique, on ne va pas lui proposer la solution, mais on va lui proposer un faisceau de prise en charge pour l'aider, d'une part, à mieux gérer son acouphène, mieux le supporter, mais aussi à essayer de le réduire éventuellement à l'aide en particulier d'une stimulation de sa cochlée. Et ça, c'est en particulier ce que nous faisons lorsque nous appareillons des acouphéniques parce qu'ils ont en même temps une perte d'audition. On s'est rendu compte, alors de manière totalement fortuite, que lorsqu'on appareillait des gens qui avaient des acouphènes, souvent, ils nous disaient qu'ils en avaient moins, ou qu'ils les supportaient mieux, ou qu'ils en avaient plus. Bon. Au début, on s'est dit, tiens, pourquoi? Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer le mécanisme de génération des acouphènes dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, encore une fois, l'appareillage auditif, il ne faut pas le voir du tout comme une solution miracle, ça n'en est absolument pas une, mais il faut savoir que chez les patients que je prends en charge pour ma part depuis pas mal d'années maintenant et qui ont des acouphènes, dans à peu près 70% des cas, les patients nous décrivent une amélioration de leur situation, ce qui veut dire je tolère mieux mon acouphène, je le perçois moins, ne serait-ce que déjà par l'effet de masquage, tout simplement, parce que lorsqu'on entend mieux les sons extérieurs, forcément, ça vient en quelque sorte couvrir un petit peu l'acouphène. On peut éventuellement, dans la plupart des appareillages modernes, rajouter ce qu'on appelle un générateur de bruit blanc, c'est-à-dire un système qui va générer un signal qui ressemble un peu à de l'eau qui coule, en fait. Ça fait un peu comme ça. Et ce signal va en quelque sorte venir se superposer à l'acouphène pour effectivement le masquer et également pour stimuler, ça serait un petit peu plus long à expliquer, la cochlée. Et
cette stimulation cochléaire peut également contribuer à une amélioration du symptôme. Donc là aussi, pas de solution miracle, mais des outils qu'on va pouvoir mettre à votre disposition pour vous aider à gérer l'acouphène. Il y a peut-être des moments où vous aurez besoin du bruit blanc, peut-être pas à tous les moments. Moi, souvent, les patients, je leur recommande d'utiliser le bruit blanc, par exemple, 15 minutes avant d'aller dormir pour, en quelque sorte, anesthésier, si on peut dire ça comme ça, leur acouphène pour éviter, lorsqu'ils retirent leur appareil, que l'acouphène revienne au galop. Donc, il y a plein de solutions, plein de possibilités, encore une fois, de l'attaquer, cet acouphène, et on va l'attaquer finalement à plusieurs. Nous, par l'appareillage et par la stimulation sonore. Les collègues, effectivement, qui travaillent sur les thérapies cognitivo-comportementales vont, eux, apporter plutôt des indications sur des techniques de relaxation, effectivement, pour essayer de mettre un petit peu de la distance entre l'acouphène et vous, et pour vous aider, finalement, à casser ce cycle, finalement, très délétère, où, comme on le disait tout à l'heure, l'acouphène est là, je ne peux pas l'éviter, il s'impose à moi, et il finit, en quelque sorte, par me persécuter. En premier, j'ai mis bien sûr le traitement des causes sous-jacentes. Si on a pu identifier une hypertension, si on a pu identifier un problème vasculaire, si on a pu identifier quelque chose, il est bien évident qu'on va d'abord s'occuper de traiter cette cause avant de faire quoi que ce soit de plus. Tout en bas, et je l'ai mis vraiment entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas grand-chose à ce sujet à proposer, c'est la thérapie médicamenteuse. Il se trouve qu'en plus d'être audioprothésiste, je suis également docteur en pharmacie, donc je pourrais vous dire qu'effectivement, dans ce domaine, beaucoup de choses ont été tentées. On a utilisé des antidépresseurs, on a utilisé pléthore de médicaments, effectivement, pour essayer effectivement de traiter ce symptôme, avec très honnêtement des résultats extrêmement partiels, parfois malheureusement avec des résultats, mais avec des effets secondaires tels qu'on n'a pas pu prolonger les tentatives. Donc je dirais que cette voie, pour l'instant, même s'il y a encore des recherches qui sont faites dessus, est vraiment encore en pointillé. Donc encore une fois, je veux surtout vous laisser le temps derrière, qu'on ait le temps d'un échange et de questions. J'ai vu du coin de l'œil qu'il y avait quelque chose, mais on va ensuite essayer de résumer, de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Mais voilà, il serait évidemment absurde de prétendre qu'en une demi-heure, j'aurais fait le tour du sujet. J'ai essayé de vous résumer les pistes, encore une fois. Vous dire d'abord que pour ceux d'entre vous qui en sont atteints ou qui ont des proches atteints, vous n'inventez rien. L'acouphène est un vrai symptôme, un vrai souci de santé publique et une vraie maladie, entre guillemets, du système auditif. Qu'il y a malgré tout des solutions, pas vous laisser seul, mais qu'il serait aussi totalement irresponsable de prétendre qu'on aurait la solution miracle. Malheureusement, comme il faut parler des acouphènes au pluriel, la solution miracle, elle ne peut pas exister. Pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de prolonger, un très très bon dossier qui a été écrit par un excellent ami et collègue, professeur Jean-Luc Puel de Montpellier, avec l'INSERM, donc un dossier sur les acouphènes où vous allez retrouver tout ce qu'on a abordé ce soir de manière encore un petit peu plus détaillée sur les mécanismes, sur la physiopathologie des acouphènes. Mais c'est un dossier qui reste très accessible, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien pour vous y connecter sans aucune modération. Voilà, donc c'était un petit peu les points essentiels que je voulais aborder avec vous, mais encore une fois, on a, je crois, encore un petit peu de temps ensemble pour pouvoir essayer de répondre à vos interrogations s'il y en a. Alors, j'essaie de lire toutes vos questions. Donc. Je remonte. Alors, j'essaie de les traiter un petit peu dans l'ordre. Alors, je vois quelqu'un qui me dit 2 personnes sur 3 d'acouphènes. Acouphènes à l'oreille droite post-Covid. Comme je l'ai dit, effectivement, oui, c'est tout à fait possible, encore une fois, et c'est lié au mécanisme quand même très lié à l'ensemble de la sphère ORL du virus du Covid. Il
lié à la fatigue et au stress, oui, bien sûr. Hein, les patients acouphéniques ont en général des symptômes qui s'aggravent avec le fait d'être plus ou moins fatigué. La piscine, si on y va régulièrement, alors là, pas de crainte. Hein, alors, juste une chose, une remarque quand même en tant qu'audioprothésiste pour ce qui concerne la piscine. Faire attention, si vous plongez régulièrement, vous pouvez avoir un trouble, alors qui n'a rien à voir avec les acouphènes, lié au contact avec l'eau froide dans vos conduits. C'est ce qu'on appelle des exostoses. C'est en fait une espèce de prolifération de l'os en fait, à l'intérieur du conduit auditif qu'on retrouve chez les gens qui font de la plongée. Il faut vraiment plonger souvent et régulièrement, hein, c'est pas une fois de temps en temps. Ce qu'on peut vous recommander si vous allez à la piscine régulièrement, c'est quand même peut-être d'aller voir un collègue audio pour vous faire réaliser des bouchons sur mesure. Ça vous permettra de protéger vos conduits, d'éviter les infections. Donc, ça peut être effectivement une bonne chose, mais pas d'inquiétude, hein, la piscine ne va pas vous donner des acouphènes. Alors, également, Karen qui m'explique, donc elle a des acouphènes aigus permanents depuis 9 mois, presbyacousie débutante. Ben, si effectivement vous avez bénéficié de ce diagnostic, peut-être éventuellement que le spécialiste ORL vous a recommandé de voir un audio, donc je pense que ça pourrait être intéressant si vous avez une presby débutante. Et si les acouphènes vous gênent vraiment beaucoup, hein, pourquoi pas de faire éventuellement comment dirais-je, un test avec une aide auditive, hein, pour voir si ça peut ou pas éventuellement vous soulager. Après, encore une fois, comme je le disais, tous les patients n'ont pas le même vécu avec leurs acouphènes. Hein. Moi, j'ai des patients qui m'expliquent de manière très claire que oui, ils ont des acouphènes s'ils y pensent, mais globalement, c'est pas un gros souci pour eux. Pour d'autres personnes, ça va être véritablement, entre guillemets, presque une persécution. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va agir peut-être de manière plus volontariste. Catherine qui nous dit, compte tenu de la difficulté d'obtenir un rendez-vous chez un ORL, celui-ci est-il indispensable avant le passage chez l'audioprothésiste? Oui, si en tout cas, vous envisagez derrière qu'on puisse vous prendre en charge. Après, vous le savez peut-être, moi-même, et enfin tous mes collègues, hein, on peut vous recevoir pour faire simplement un petit point sur votre audition, pour savoir où vous en êtes. Ça sera juste une information. Évidemment, on ne posera pas de diagnostic, ce n'est pas notre rôle, mais on pourra vous dire éventuellement si vous vous présentez ou pas un petit écart par rapport à la normale. Donc ça peut être déjà une information. Mais si vous souhaitez éventuellement, effectivement, ensuite être pris en charge et qu'on puisse, pourquoi pas, faire un essai d'appareillage avec vous, dans ce cas-là, oui, pour une primo-prescription, le passage chez l'ORL est obligatoire. Si on est un peu limite au niveau hypertension, est-ce que d'entendre son pouls dans une oreille pourrait en être la cause? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, les acouphènes pulsatiles, quand on a l'impression d'avoir un métronome dans l'oreille, sont souvent liés à la sphère cardiovasculaire. Alors, mais la dentition ne pourrait-elle pas non plus être à l'origine? Donc, vous le définissez comment l'acouphène? En fait, comme je vous l'ai dit, hein, c'est par définition une sensation auditive sans cause extérieure. Donc, ça peut avoir plein d'aspects. Hein. Ça peut être un sifflement, effectivement. J'ai des patients qui me décrivent des acouphènes qui ont plutôt un aspect de bourdonnement. J'avais même une dame qui m'expliquait qu'elle avait l'impression d'entendre de la musique. Donc, encore une fois, la symptomatologie peut être assez variée. Quand on a affaire, effectivement, à des acouphènes en particulier liés à des traumas sonores, souvent, ce sont plutôt des sifflements. Manque d'une dent, alors tout ce qui va concerner, encore une fois, la sphère ORL peut avoir un retentissement, oui. Donc, si vous avez une inflammation chronique au niveau de la mâchoire, il faut savoir que vous avez les nerfs faciaux qui passent également par le conduit auditif. Donc, effectivement, oui, ça peut avoir effectivement un impact. Comment sont pris en charge les acouphènes par la Sécu? Alors, si on vous adapte un appareillage, eh bien, il faut savoir que l'appareillage vous sera prescrit par le médecin ORL et sera pris en charge comme tout appareillage, en fonction bien sûr de vos garanties, en sachant que si par exemple vous venez voir un audioprothésiste pour
un problème d'acouphène, que vous avez une toute petite perte. Dans ce cas-là, en règle générale, en tout cas moi c'est ma pratique, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher un appareil extrêmement sophistiqué. Et vous le savez peut-être, il y a dorénavant des appareils dans le cadre du 100% santé qui sont totalement pris en charge par la sécurité sociale et bien sûr par votre mutuelle. Et ces appareils, il faut le savoir, incluent déjà des systèmes de masquage pour les acouphènes. Donc, si votre problème auditif n'est pas trop important, que vous n'avez pas une gêne auditive très marquée, eh bien, à ce moment-là, un équipement 100% santé avec, par exemple, un petit masqueur d'acouphènes peut être tout à fait suffisant. Acouphène suite au choc avec un airbag. Oui, oui, oui. Alors voilà, à plusieurs raisons. Parce que d'abord, un airbag, il ne faut pas oublier que c'est quand même un explosif. Hein, et le choc sur la tête, oui, peut malheureusement entraîner de manière traumatique l'apparition d'un acouphène. Donc là, évidemment, nécessité pour une prise en charge de faire un bilan, de voir s'il y a en plus, pourquoi pas, malheureusement, une perte. Et vous rejoindriez dans ce cas-là la cohorte des gens qui pourraient peut-être être pris en charge par un collègue audioprothésiste. J'ai entendu sur Internet qu'à long terme, les acouphènes risquent de toucher les neurones du cerveau. Ah, alors, là, c'est pas les acouphènes, c'est la perte d'audition. Effectivement, une perte d'audition qui n'est pas corrigée, ce qu'elle va entraîner, c'est une adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre que votre cerveau, il perçoit l'environnement sonore en fonction de ce que lui envoient les oreilles. Si on laisse une perte non corrigée, c'est souvent une question que me posent les patients. C'est globalement, qu'est-ce qui se passera si je ne corrige pas ma perte d'audition? Pour votre oreille interne, rien du tout. Enfin, votre oreille interne, elle continuera à vivre sa petite vie, à s'abîmer un peu avec le temps, mais c'est pas le fait de ne pas traiter ce problème qui va l'abîmer davantage. Par contre, pour votre cerveau, c'est pas la même chose. Votre cerveau, il ne faut pas oublier que, encore une fois, il n'a de connaissance du monde extérieur que ce que lui donnent vos yeux, vos oreilles, votre toucher. Si vous le privez de son, je prends souvent cette image, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez dans une pièce sombre. Et progressivement, votre système auditif, vos centres nerveux auditifs, ils vont perdre l'habitude en fait, de recevoir des informations sonores. Et ils vont devenir de moins en moins capables de les traiter, ces informations sonores. Et dans ce cas-là, effectivement, chez certains patients, on peut voir, d'une part, l'acouphène s'installer davantage, on peut voir des troubles de la compréhension s'aggraver. On a même aujourd'hui des preuves que ça a un impact très négatif sur les mécanismes de la mémoire. Donc, il faut bien comprendre que notre oreille, en fait, elle est intégrée dans l'ensemble de notre système cortical. Et donc, bien entendre, ça permet un fonctionnement, on va dire, plus fluide, si on peut le dire comme ça, de l'ensemble de notre cortex. Donc, effectivement, pas non plus raconter n'importe quoi. C'est pas parce que on a un trouble auditif que les neurones ils vont mourir. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais on sait que pour assurer un bon fonctionnement du cerveau, il faut le stimuler. Et le stimuler de toutes les façons possibles. Ça d'ailleurs répond à la question qui venait juste après. Si on attend trop longtemps avant de se faire appareiller, est-ce que l'audition baisse plus vite? Non du point de vue de l'oreille interne, mais attention, vous allez du coup, au bout d'un certain temps quand même, avoir probablement des performances en termes de compréhension qui vont diminuer, qu'on pourra éventuellement récupérer en vous appareillant plus tard et en stimulant votre système auditif, mais le problème c'est que ça sera autant de temps perdu. Moi je dis toujours aux patients, on pourra, de toute façon, l'appareillage de manière générale ou toute solution prothétique, il faut la faire quand on y est prêt. Il ne faut pas la faire sous la menace en se disant, oh là là, non, il faut la faire quand on est motivé, quand on est prêt. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir quand même un réseau de professionnels sur l'ensemble du territoire. Vous avez la chance de pouvoir faire des essais. De toute façon, c'est obligatoire de faire un essai. Donc, n'hésitez pas, si vous ressentez une gêne, à faire la démarche d'aller consulter un ou plusieurs collègues et à vous informer d'abord. Ensuite, à faire éventuellement un essai, une fois que vous aurez vu le médecin ORL. Et en fonction des résultats, à dire, ça me convient, ça ne me convient pas. Moi, très clairement, quand je fais des essais d'appareillage, je dis aux patients, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je serai le premier à vous dire de ne pas le faire. Ce n'est pas un souci. Mais encore une fois, rester avec un problème sans faire la démarche d'essayer de le corriger, ça me paraît dommage, effectivement. J'oublie les acouphènes pendant la journée. La difficulté, oui, réside par l'endormissement. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas l'ambiance sonore qui vient masquer l'acouphène. Alors, effectivement, vous avez, pourquoi pas, vous citez des compléments alimentaires. Encore une fois, si ça vous apporte une aide, faites-le, voilà.
Bon, il y a aussi des solutions qui peuvent aider. Vous pouvez trouver sur les différents stores de vos téléphones mobiles des applications où vous avez ce qu'on appelle des générateurs de bruit blanc. Alors, ne les achetez pas, vous en avez des très belles gratuites. Et ces générateurs de bruit blanc, vous pouvez les mettre sur votre table de nuit. Vous pouvez même mettre un petit timer pour éviter d'avoir ça toute la nuit. Et ça peut aider certains, en quelque sorte, à détourner leur attention de l'acouphène pour pouvoir s'endormir plus facilement. Thérapies comportementales sont-elles prises en charge financièrement? Là, je laisserai mes camarades de Harmonie Mutuelle vous répondre. Pas toujours, ça dépend éventuellement de certains contrats complémentaires. Pour faire ces examens, on doit obligatoirement passer par son généraliste. Normalement, vous savez qu'il y avait un parcours de soins, mais il a été en partie maintenant mis entre parenthèses. Si vous avez des troubles de l'audition patents, vous pouvez à ce moment-là aller voir directement votre ORL ou vous venez voir un audio qui vous adressera un ORL à ce moment-là. Est-ce que la maladie de Ménière peut avoir un caractère héréditaire? Oui, tout à fait. On ne sait pas grand-chose sur la maladie de Ménière, sinon qu'elle a probablement une composante génétique. Premier test est-il gratuit? Oui. Les tests d'audition, enfin chez nous bien sûr, parce que de toute façon ce n'est pas des tests médicaux, mais un test d'appareillage ne vous générera aucun frais s'il n'est pas concluant. Et Daniel nous dit, mon médecin ne veut rien entendre de mes acouphènes, pourtant afin de consulter un ORL, il faut une ordre du médecin. Écoutez, dans ce cas-là, allez voir directement un ORL. Vous voyez, où exercez-vous, monsieur? Bon, je ne suis pas là pour vous faire la pub, j'exerce en Normandie, mais vous avez, sachez-le, des collègues aujourd'hui dans toute la France. Sachez que j'en forme en particulier également. Je suis directeur de l'école d'audioprothèse de Normandie et soyez tranquille, vous avez des très bons audioprothésistes sur l'ensemble du territoire. Merci Frédéric, je crois qu'on a épuisé les questions. Alors effectivement, il y a des niveaux de garantie un peu différents, notamment dans les contrats qui sont négociés avec les entreprises. Parfois, il y a des prises en charge partielles, elles sont toujours, c'est une participation sur tout ce qui va être médecine douce. Il ne nous reste plus qu'à clore cette rencontre. Je regardais parce qu'il y a pas mal de choses, c'est plutôt des remerciements. Merci beaucoup pour ce webinaire très participatif, du coup, avec énormément d'échanges. Merci de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il nous permettra, comme d'habitude, de nous adapter et de qualifier nos rencontres selon vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences, et je vous rappelle que c'est prochain rendez-vous le 16 janvier sur les accidents de la vie. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire, soit sur le lien qui est dans le fil de discussion tout au début, ou alors sur notre site Harmonie Mutuelle. Et puis, je vous invite à télécharger l'ensemble des documents qui sont dans l'APS. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et passez maintenant de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.